Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 journal de TV 78. Nous sommes le jeudi 31 janvier, tout de suite les titres de cette édition. Il doit entrer en vigueur dans 2 mois. Le Brexit se fera-t-il avec ou sans accord? Des incertitudes qui inquiètent les plus de 100 entreprises yvelinoises travaillant avec le Royaume-Uni. Pour les informer, une réunion était organisée cette semaine à la Chambre de commerce et d'industrie des Yvelines. Jusqu'au 23 février, le recensement est lancé. Il permet de compter le nombre d'habitants d'une ville, action importante pour anticiper les besoins en services et équipements publics. Un acte civique et surtout obligatoire aux yeux de la loi. On vous explique tout dans cette édition. Et puis le dernier volet de notre dossier de la rédaction consacré à la solidarité sur le territoire. Ce soir, nous partons en maraude avec les bénévoles de la Croix-Rouge de Saint-Quentin en Yvelines, des sorties primordiales auprès des sans-abri en cette période de grand froid. Et sur ce plateau également, nous parlerons de la caravane citoyenne de passage ce week-end à La Verrière et aussi de l'association Women Safe mise en lumière le week-end dernier dans l'émission Qui veut gagner des millions. Sitôt parti qu'elle est déjà de retour, la neige est tombée à nouveau cet après-midi dans les Yvelines. Météo France a placé le département en alerte orange jusqu'à demain matin 6h. 3 à 5 cm de précipitations sont attendus jusqu'à 8 cm localement. Un redout significatif est toutefois annoncé pour la nuit prochaine avec des températures entre 2 et 5 degrés. Et les conditions de circulation pourraient devenir difficiles selon Météo France. Il est recommandé dans la mesure du possible de différer vos déplacements en voiture et de privilégier les transports en commun. Se préparer sans savoir, le 30 mars prochain, le Brexit entrera en vigueur, mais aujourd'hui encore, les termes de cette sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne ne sont pas connus. Pour accompagner au mieux les entreprises yvelinoises concernées, une réunion se tenait à la CCI de Versailles cette semaine. Les précisions avec ce sujet de Mélanie Poquet, les images de Patrick Jacques de Dixmude. Accompagner, s'informer malgré le flou. À 2 mois de l'entrée en vigueur du Brexit, les entreprises s'interrogent sur le futur. J'ai besoin de savoir où je vais mettre les pieds. Comme l'Angleterre et mes fournisseurs en Angleterre n'en savent pas plus que moi, je viens prendre un peu la température du côté de l'administration française et connaître mes obligations et devoirs. Au cœur de cette réunion, le scénario le plus compliqué, un Brexit sans accord. Le Royaume-Uni deviendrait un pays tiers. L'Angleterre devient un pays sur lequel il n'y a plus aucun accord. Donc on repart sur une page blanche. Étant donné que nous n'avons aucun accord, pour avoir des accords équivalents à ceux que nous avons avec certains pays privilégiés comme la Norvège ou la Suisse ou les États-Unis, vont nous demander au minimum 10 ans de travail pour arriver à mettre en place un certain nombre d'accords. Il y a beaucoup d'entreprises yvelinoises qui font du commerce avec le Royaume-Uni parce que c'est un partenaire privilégié d'un point de vue économique, mais jusqu'à présent, elles ne faisaient pas forcément de grand export, elles faisaient de l'intracommunautaire, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas soumises aux règles de douane. Dans les Yvelines, elles sont plus d'une centaine, notamment des petites entreprises à être concernées par ces échanges intracommunautaires. Si aucun accord n'est trouvé, les droits de douane seront rétablis. Ces entreprises-là elles vont devoir apprendre notre métier ou faire cette prestation par un professionnel de la douane. Et donc c'est celles-ci qui sont le plus impactées par le Brexit, puisque celles qui font déjà de l'import ou de l'export, en réalité ça sera un pays de plus dans leur portefeuille export ou import. Le cœur de cible des douanes, les entreprises exportantes et les PME, avec un mot-clé, l'anticipation. Il reste 2 mois avant la mise en place du Brexit. Économie toujours au Chênay Rocancourt, le centre commercial Parly 2 a inauguré ce matin le premier City Spot Mercedes-Benz en Europe. Le concept 6 vendeurs feront découvrir aux clients l'univers de la marque à travers de la réalité virtuelle et des écrans reliés à des tablettes. Des véhicules équipés de technologies électriques sont également présentés et certains pourront être testés directement sur le parking du centre. Les réactions au micro de Michael Elmidoro. Parly 2, c'est un centre commercial avec plus que 11 millions de visiteurs par an. En plus, le centre commercial attire une clientèle de qualité. Et c'est aussi, Parly 2, c'est dans notre chalandise de Mercedes-Benz Paris. Donc on aime vraiment être pionnier, c'est vraiment l'ADN du centre, être pionnier et ouvrir les derniers concepts, les dernières modes, les dernières tendances. Et c'est vraiment ce qu'on a fait aujourd'hui avec Mercedes-Benz France. Le Chênay et Rocancourt qui forment depuis 1 mois une seule et même commune nouvelle. Ce soir, le nom de ses habitants reste à déterminer. Reste à déterminer le nom des habitants du Chênay Rocancourt. Ce soir, les élus de la commune se réunissent pour choisir le nom de ses habitants. Premier point inscrit à l'ordre du jour. Selon toute vraisemblance, il devrait s'appeler les Chênay Courtois. Séance du conseil municipal à 20h45.
Elle sillonne les Yvelines pour vous inciter à voter après Versailles et Elancourt. La caravane citoyenne sera de passage à La Verrière ce week-end. Bonsoir Pierre Luce. Bonsoir. Vous êtes le référent départemental de La République En Marche. Cette action a été lancée par votre parti. L'objectif pour cette caravane citoyenne, quel est-il? Est-ce que c'est d'inciter à voter pour La République En Marche? Alors, c'est essentiellement une action citoyenne qui vise à inciter les personnes, les citoyens, parfois un peu éloignés de la République, à s'en rapprocher, à s'inscrire tout d'abord sur les listes électorales. Il y a une réforme assez importante en fait qui entre en vigueur cette année, qui leur permet de s'inscrire assez tardivement sur les listes électorales. C'est jusqu'au 31 mars cette année. Jusqu'au 31 mars effectivement. Et on va sur le terrain pour aller leur expliquer pourquoi il est important d'aller voter. Ils peuvent le faire encore. On les aide à remplir les formulaires d'inscription sur les listes électorales. Le but est pas du tout d'aller leur dire pourquoi voter. On fait pas de politique. On parle de l'actualité si les gens veulent en parler. Mais on est vraiment là pour rapprocher les gens de leur citoyenneté. Et on précise que c'est ce week-end donc à La Verrière au centre commercial du Bois de l'Étang à partir de 10h. Alors pourquoi elle est nécessaire aujourd'hui cette action? On voit que les élections mobilisent peu. Il y a souvent l'abstention qui gagne dans les élections. C'est pour ça que vous allez auprès de ces habitants? Tout à fait. Et en plus, cette abstention, elle est assez inégalement répartie. Vous avez des territoires sur lesquels elle atteint des fois des scores très importants, beaucoup plus importants que les gens qui participent. Et nous, on veut vraiment aller voir ces personnes-là pour déjà savoir pourquoi est-ce qu'elles ne vont pas voter. Il y a souvent des leçons intéressantes à en tirer. Et ensuite, pour les aider, si elles veulent faire ce geste-là de voter dans les démarches qui peuvent parfois être un peu compliquées parce que on n'a pas de centre administratif à proximité ou on a peur que ce soit compliqué. Donc on les aide, on leur parle et on les aide. Et on les écoute. On dit souvent que voter, c'est un droit et un devoir. Pourquoi il faut voter? Pourquoi c'est un geste important? C'est la première expression de la citoyenneté. Je pense que il est compliqué de s'impliquer pleinement dans sa vie de citoyen français sans aller voter. C'est un geste fondateur dans notre République. C'est un droit qui a été acquis il y a longtemps et qui maintenant en fait nous permet de pleinement exprimer nos idées. Et si on prend l'exemple des prochaines élections qui vont se tenir en France, le dimanche 26 mai prochain, pour les européennes, on sait que c'est un scrutin aussi qui rassemble peu, moins de 43% de participation aux dernières élections en 2014. Que dites-vous sur ces élections? Est-ce que vous parlez des élections européennes avec cette caravane citoyenne? Non, on n'en parle pas, c'est pas fait pour. C'est pas fait pour. Après, on répond aux questions si les gens nous demandent quand est-ce que sont les prochaines élections ou ce genre de choses. Beaucoup ne savent même pas qu'il y a des élections européennes cette année. Mais l'idée n'est vraiment pas de vendre un programme ou quelque chose comme ça. On parle des élections européennes, l'enjeu, quel est-il? Parce que c'est vrai qu'on le connaît assez peu finalement ce scrutin, les Français le connaissent assez peu, vous venez de le dire. Quel est l'enjeu autour de ces européennes? L'enjeu est majeur, surtout cette année, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce qu'on fait face à une montée des populismes très importante dans toute l'Europe. Et déjà en 2014, le Rassemblement national avait fait la majorité des voix en France. Et l'objectif cette année, c'est de faire en sorte que ce ne soit pas le cas. Et au niveau européen, que les partis populistes ne montent pas plus et même perdent du terrain. Notre objectif, il est vraiment de sauvegarder l'Europe, non pas dans sa version actuelle, mais dans une version qui lui permette de s'améliorer et d'améliorer notre quotidien. Il nous reste une minute. Donc la caravane citoyenne ce week-end à La Verrière. Il y aura d'autres rendez-vous d'ici le 31 mars? Oui, bien sûr. Il y a des rendez-vous. Alors certains sont prévus, d'autres sont à prévoir. C'est notre 5e rendez-vous demain. Et on a commencé à Sartrouville, vers Nouillet. On a fait le quartier de Jussieu à Versailles. On voit souvent Versailles comme une ville plutôt aisée, mais qui a aussi ses quartiers plus populaires et où l'abstention là aussi est très forte. Et le prochain arrêt de cette caravane citoyenne, c'est donc ce samedi au centre commercial du Bois de l'Étang à La Verrière, et c'est à partir de 10h. Merci Pierre Luce d'avoir été avec nous, référent départemental de La République En Marche. Et je précise que vous avez jusqu'au 31 mars pour vous inscrire sur les listes électorales. Toutes les informations sur le lien qui s'affiche en bas de l'écran.
Bonsoir Aurélie Ronze. Bonsoir. La campagne 2019 du recensement a débuté le 17 janvier dernier. On en parle avec vous. La première question est toute simple. Ça sert à quoi le recensement ? Alors l'objectif numéro 1 du recensement, c'est bien sûr de savoir combien de personnes vivent en France. Cela permet également de déterminer la participation de l'État au budget des communes, déterminer le nombre d'élus au conseil municipal, mais aussi par exemple de prévoir d'ouvrir une crèche, une école ou bien de développer les moyens de transport. Est-ce que tout le monde est concerné par le recensement ? Alors non, Grégory, seul 8% de la population des communes de plus de 10 000 habitants sont recensés tous les ans. 100% par contre des résidents de communes de moins de 10 000 habitants le sont tous les 5 ans. Alors un exemple concret à Saint-Quentin en Yvelines. Si vous habitez dans les communes qui s'affichent à l'écran, eh bien vous êtes peut-être concerné cette année. Tout dépend évidemment de votre quartier. En revanche, le recensement à la Verrière et Coignières s'effectuera en 2020-2021 pour la commune de Magny et les hameaux. Et concrètement, comment ça marche le recensement ? Alors la mairie recrute plusieurs agents recenseurs qui sont identifiables grâce à cette carte officielle tricolore que vous voyez à l'écran. Ils viennent chez vous et vous donnent une notice avec des identifiants pour répondre au questionnaire en ligne. Alors pas de panique bien sûr si vous n'avez pas Internet, puisque les agents vous remettront un questionnaire papier qu'ils reviendront chercher quelques jours après. Et puis nouveauté cette année, eh bien il se peut également que vous ne voyez personne, notamment si vous habitez par exemple dans un logement collectif à Guyancourt ou bien à Trappes. Dans le cadre d'une expérimentation avec également la ville de Trappes, en fait, là, l'agent recenseur ne passe même plus voir les gens, il relève les noms sur les boîtes aux lettres, il dépose un document et les gens ont 4 jours pour pouvoir se recenser directement. Et une dernière chose, en cas de refus de participer au recensement, eh bien, on peut recevoir une mise en demeure, puis une amende de 38 €. Merci Aurélie pour ces informations. En compagnie de Manon Varaldo, vous avez passé une soirée avec la Croix-Rouge de Saint-Quentin en Yvelines. Ces bénévoles effectuent des maraudes, ils sillonnent les rues pour aller à la rencontre des sans-abri et les orienter vers des hébergements d'urgence. Action essentielle en cette période de grand froid. C'est le dernier numéro de notre dossier de la semaine sur la solidarité. Reportage. Vendredi soir, il est 20h et les bénévoles de la Croix-Rouge de Saint-Quentin en Yvelines chargent le camion pour effectuer une maraude jusqu'à minuit. On peut répondre par rapport à une aide vestimentaire, alimentaire, accès aux soins à travers tout ce qui est soins dentaires, dentifrice, brosse à dents par exemple, et autres besoins demandés par la personne rencontrée. L'action sociale de la Croix-Rouge française de Saint-Quentin en Yvelines englobe 31 bénévoles. Ce soir, 5 sont présents. Donc Eliana, Catherine, Luc, Dominique et Roseline. Ils viennent en renfort du SAMU social 78 de novembre à mars. Parmi eux, Iliana fait des maraudes depuis 4 ans. Elle est devenue chef d'équipe il y a 2 ans et demi. Ça m'apporte de la satisfaction dans la mesure où on aide les gens. Et quand on voit le travail des personnes qui sont volontaires et qui arrivent à s'en sortir, quand même, malgré tout, ça fait du bien. Durant ces opérations, des liens se créent entre bénéficiaires et bénévoles. Nous avons nos habitués qui sont dans le secteur près de chez nous, donc notamment Georges qui est un SDF depuis 17 ans dans la rue. Donc on sait ce qui leur fait plaisir de manger. Donc lui par exemple Georges c'est le chocolat au lait. Donc on ne sort jamais sans chocolat au lait. À chaque maraude, Iliana est en contact avec la régulation pour connaître les différentes missions de la soirée. En cette période de grand froid, l'unité locale met en œuvre des dispositifs spécifiques pour des personnes vivant dans la rue vers les hébergements d'urgence. On part à l'hôpital Mignot, au service des urgences, parce qu'il y a 2 personnes qui nous attendent et à tous les coups, il va falloir les amener à Satory, dans le CHU. Ce soir, après avoir récupéré les 2 bénéficiaires aux urgences de l'hôpital André Mignot du Chénéro-Cancourt, les bénévoles de la Croix-Rouge les emmènent au CHU, le centre d'hébergement d'urgence de Satory à Versailles. On va bien nous occuper de vous là ici. Merci beaucoup. De rien, messieurs. Ok, bon Cindy, je te laisse, on va voir Georges et puis je t'appelle quand on le quitte, ok? Bon, direction Montigny. Les bénévoles se rendent disponibles et sont au plus près des personnes rencontrées vivant dans la rue. À l'image de Georges, à la rue depuis 17 ans, les bénévoles de l'unité locale de la Croix-Rouge vont toujours lui rendre visite.
Alors, on vous fait une soupe à la crevette. Les bénévoles répondent aux besoins fondamentaux des personnes rencontrées. Chocolat, tu lui as mis. Des compotes. Des compotes. Ouais, je veux bien, ouais. Comme Georges, 124 personnes sont suivies à l'échelle de l'agglomération. Bonne nuit, Georges. À bientôt. Hein. Merci. Au revoir. On reste dans le domaine associatif. Women Safe, mise en lumière dans le dernier numéro de Qui veut gagner des millions. Sa marraine Florence Forestier, le comédien et humoriste Jonathan Cohen ont remporté pour l'association basée à Saint-Germain-en-Laye 72 000 €. Pour en parler, Frédéric Martz. Bonsoir. Frédéric Martz, vous êtes la cofondatrice et la directrice générale de Women Safe. L'association accueille et soigne gratuitement les femmes et les enfants victimes de tout type de violence. Déjà un point sur l'historique de l'association. Depuis combien de temps existe-t-elle, cette association ? L'association existe depuis 2014. On va dire qu'en 2015, on s'est rendu compte qu'en prenant les femmes victimes de violences, 70% de ces femmes-là nous disaient avoir été victimes ou témoins de violences dans leur enfance. Donc on a ouvert effectivement un pôle jeune, on va dire jeune enfant, en 2017. C'est important de dire qu'on ne peut pas effectivement mettre en lumière une problématique et en oublier toute une partie, puisque ces enfants vont être des futurs adultes et que l'impact des violences est une évidence. Et c'est combien de personnes qui ont été accompagnées depuis la création ? Alors, nous avons, depuis sa création, accueilli à peu près 2400 femmes et plus d'une cinquantaine d'enfants, qui sont soit des enfants co-victimes, on va dire, dans des violences intrafamiliales, soit les enfants de l'ASE. Donc, qui sont principalement victimes de très graves violences sexuelles. D'accord. Et placées donc de fait. Alors on l'a dit, l'émission de l'association, la première, c'est déjà cet accompagnement auprès de ces femmes et enfants victimes de violences, mais les missions sont multiples. Il y a aussi un angle de formation auprès des professionnels de santé, c'est ça ? Tout à fait. Alors pourquoi on parle de formation ? Parce que je pense que notre dispositif est extrêmement innovant, puisqu'en 2014, on a lancé la conception d'une forme de prise en charge qui était indispensable, c'est la pluridisciplinarité. Et cette formation et ces formations que nous souhaitons effectivement dispenser et que l'on dispense déjà auprès des gendarmes, auprès de la police, auprès de certaines institutions, les services sociaux, sont des formations qui sont indispensables pour apprendre comment travailler, le mieux travailler ensemble, on va dire. Il y a aussi de la sensibilisation qui est faite par votre association ? Tout à fait. La sensibilisation, elle est essentielle puisqu'on est dans l'approche en fait de la violence et de la problématique de la violence comme un problème de santé publique. C'est un des plus grands problèmes de santé publique qui coûte cher à la société et qui malheureusement est plutôt méconnu puisque quand on parle de la violence, on prend les chiffres de la police, les dépôts de plainte et ça donne un chiffre qui est déjà monstrueux, mais on n'y voit pas toutes ces femmes qui ne portent pas plainte et donc la sensibilisation est extrêmement importante, qu'elle soit auprès des médecins par exemple, puisque vous avez deux formes d'approche pour la santé et la médecine, c'est les services hospitaliers, mais là on est déjà aux urgences, la femme est souvent déjà blessée physiquement, soit le médecin de famille, le médecin généraliste, qui est un acteur qui est un peu tout seul dans son cabinet et qui souvent n'aborde peut-être pas la violence, ne sachant pas comment orienter les femmes qui sont victimes. Alors sur la prise en charge, sur le fonctionnement de l'association, vous le disiez, c'est une prise en charge pluridisciplinaire. On parle de santé, mais aussi d'aspect juridique. Pourquoi c'est important qu'il y ait cette prise en charge qui englobe tous ces domaines ? Alors, je pense que quand on a créé ce centre, on voulait en fait réunir deux univers qui ne se parlent pas tant que ça. C'est la santé et la justice, sachant que les médecins souvent produisent des éléments factuels, des dossiers, on va dire, de constat de coûts, et on se rendait compte que l'avocat ne savait pas le réinterpréter parce que tous les deux étaient un peu prisonniers du secret professionnel. Ce que l'on a mis en avant dans cette organisation, c'est un secret partagé. Donc il n'y a absolument pas de frein à partager des éléments qui ne peuvent que servir à finalement porter un dossier vers la justice. Après, ça c'est une volonté que nous avons de faire travailler les gens ensemble. Ça marche extrêmement bien à l'intérieur puisqu'on staffe les situations, on se met autour de la table et on discute et on a une vraie stratégie commune. Après, il faut que l'extérieur réponde aussi, et je pense notamment aux dépôts de plainte qui ne sont malheureusement pas assez souvent pris en considération, voire pris par, on va dire, par peut-être méconnaissance du sujet, voire de ce qu'est une femme victime de violence, puisque souvent on est dans on va dire un stress post-traumatique qui nous rend, on va dire, qui rend une victime peut-être plus incohérente et peut-être
moins crédible auprès de la police. Donc c'est important de dire que tout ça, nous le travaillons pour qu'elle soit écoutée, en fait, la victime. Et ces femmes, elles osent parler. Est-ce que c'est elles qui viennent vers vous ou c'est plutôt du signalement des témoins qui peuvent assister à des violences? Le mot signalement, effectivement, c'est un mot qui est un un mot valise. Je pense qu'aujourd'hui, les acteurs qui sont plus sensibilisés à détecter sont absolument en capacité aujourd'hui d'orienter vers un dispositif qui va répondre à une problématique globale. Il faut toujours savoir que quand on parle de global, on n'est pas simplement sur une forme de violence déclarée, on remonte quand même dans la vie de la personne et on se rend compte, et c'est là qu'on parlait des enfants, que ces personnes étaient souvent des enfants qui n'ont jamais été pris en compte dans, on va dire, un post-traumatique d'une situation qui a pu les... Et donc ces femmes se sont construites principalement sur une vulnérabilité. Cette analyse que l'on fait aujourd'hui sur les enfants, on le fait aussi sur les jeunes, puisqu'on est le dispositif du harcèlement sexuel dans les universités parisiennes. Et c'est intéressant de voir que ces jeunes femmes viennent se saisir d'un dispositif qui porte un nom, harcèlement sexuel, mais très très souvent, il y a eu, on va dire en point de départ, des enfants, des étudiants qui ont pu être, on va dire, témoins de violences intrafamiliales et qui se sont créés cette vulnérabilité, on va dire, dans leur vie, dans leur parcours de vie. Il nous reste 1 minute. Je le disais en début d'entretien, Florence Forestier et Jonathan Cohen qui ont remporté pour votre association 72 000 € lors de Qui veut gagner des millions. C'était le week-end dernier. Ces 72 000 €, ils vont servir à financer des actions. À quoi vont-ils servir? Moi, je voudrais déjà dire que vous vous êtes rendu compte que notre marraine est extrêmement engagée auprès de nous, ce qui est quand même assez rare parce que on peut être parrain ou marraine d'une association sans pour autant s'investir. Florence a un vrai souci, c'est de nous amener de l'argent, quelle que soit la forme que ça prend. Là, c'est un jeu, mais elle a fait d'autres actions, donc on est très très fiers de son engagement. D'abord parce que ça répond à un manque de financement. Aujourd'hui, la cause, elle n'est pas assez couverte par les moyens que pourraient donner, on va dire, les institutions, voire la politique, les politiques. Donc aujourd'hui, ces sous sont entièrement dédié en fait aux femmes que nous recevons, puisque nous n'avons pas parlé de la proportion de bénévoles et de salariés. On a 2 tiers de bénévoles et 1 tiers de salariés, ce qui veut dire que le bénévolat prend une forte part dans l'engagement des professionnels autour des femmes, que ce soit des médecins, des infirmières, des masseurs, des ostéopathes. Tous ces gens-là viennent donner de leur temps pour l'association, mais on a énormément d'activités autour, on a des psychologues que nous payons, donc il y a énormément de frais, de coûts, la location rien que du lieu, donc tout est dédié à la femme, on n'a absolument pas de marge de manœuvre, je dirais. On peut en tout cas peut-être vous aider, donner à cette association. Je vous invite à vous rendre sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Merci Frédérique Marthe d'être passée sur ce plateau, cofondatrice et directrice générale de cette association Women Safe qui est basée à Saint-Germain-en-Laye. C'est l'heure du portrait de la semaine. La tendance émerveille et ravit les papilles, le cake design. Le but, réaliser des gâteaux sur mesure et très créatif. Au Clé-sous-Bois, Noad Atoum a remporté de nombreux prix en tant que cake designer. La rencontre est signée Manon Varaldo. Un gâteau qui ne ressemble à aucun autre, une architecture démesurée, ciselée, avec parfois des visages très réalistes, voici le cake design. La tendance provient des États-Unis, ce gâteau est fait sur mesure pour des événements précis, baptême, mariage ou encore baby shower. Derrière ces créations, Noad Atoum, sa particularité, la conception de fleurs. L'avantage, c'est que vraiment on peut positionner les pétales comme on veut. On peut fermer la fleur, on peut l'ouvrir. Réalisation également de roses, la cake designer façonne les pétales une par une pour donner du relief. Plus je rajoute de tours, plus elle sera grosse. Et là, en fait, au fur et à mesure, la rose est en train de prendre vie. Ces fleurs agrémenteront son gâteau qu'elle réalise elle-même. J'ai préparé 2 gâteaux pour une petite pièce montée. Et du coup, là, on va attendre un petit peu avant de les sortir pour que je puisse préparer la pâte et les recouvrir. L'ingrédient qui fait toute la différence, la pâte à sucre, partie intégrante du cake design. Je tiens la petite jupe, ce qu'on appelle la petite jupe. Je fais simplement adhérer le gâteau autour.
Des créations qui lui ont valu plusieurs prix. Noah Datoum a remporté la médaille de bronze au concours Sugar Paris 2018, l'unique salon du cake design en France. Autre prix gagné, la médaille d'argent au concours de cake international en novembre 2018 à Birmingham, en Angleterre, avec 7 maisons très réalistes. C'est ma fille qui m'a inspirée. Elle m'a donné une idée, elle m'a dit « Maman, j'aime beaucoup la Sylviana Family, pourquoi tu ne me ferais pas une maison en Sylviana Family pour mon anniversaire ?» Durant 2 mois et demi, la cake designer a confectionné toutes les pièces de la maison en sucre en pensant à tous les détails, à l'échelle près. Cette maman s'est lancée dans le cake design il y a 6 ans. Depuis 1 an, elle a créé sa société. Mais la recette n'était pas toute tracée pour Noah Datoum. C'est une reconversion pour cette quarantenaire. J'ai passé mon CAP pâtisserie pour en faire mon métier. Parce qu'à la base, c'était pas du tout ça. À la base, j'étais dans le domaine médical. La cake designer reçoit les clients dans son atelier comme un styliste afin de personnaliser le gâteau. Pour celui-ci, prévu pour 40 personnes, comptez 2 jours de conception et un prix allant de 250 à 300 €. Un amour du métier qu'elle partage autour d'ateliers qu'elle anime. Aujourd'hui, on va travailler la fleur, donc le poinsettia. La cake designer transmet ses techniques et connaissances aux seniors de l'espace Jacqueline Auriol des Clés-sous-Bois. Vous prenez la boule, on l'enfonce légèrement. Légèrement, il ne faut pas que ça traverse. D'autres cours sont également proposés à son atelier. L'année prochaine, Noah Datoum remettra en compétition sa médaille d'argent au concours de cake international de Birmingham et espère viser la médaille d'or. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, vos idées de sortie dans le 7-8 loisirs. Belle soirée avec TV78.